Bonjour, tu frétilles à l'idée de passer un jour le canal de Suez ou le détroit de Gibraltar en rêvassant sous ta couette? Cette vidéo est faite pour toi. Sinon, tu es un élève de terminale. Bien, donc nous sommes au deuxième et dernier temps de notre séquence concernant le chapitre sur les mers et les océans vecteurs de la mondialisation. Le deuxième temps étant les mers et les océans, reflets d'un monde polarisé et inégal. Et nous avions abordé donc le deuxième temps, deuxième sous-partie, qui concernait les détroits et les canaux, qui sont des points névralgiques du commerce mondial. On avait déjà abordé donc en cours, en présentiel, la partie sur les détroits. Cette fois-ci, on va se focaliser sur la partie des canaux. Donc ce que vous pouvez noter, c'est que donc les canaux, que vous pouvez mettre en rouge pour canaux, on va définir ce terme, eh bien les canaux de Suez et de Panama évitent de longs détours commerciaux. En effet, deux points, ce qu'on peut noter comme premier tiré, donc ça va être sur le canal de Suez, eh bien c'est que le canal de Suez est un raccourci pour le trajet Europe-Asie en reliant la mer Rouge et la Méditerranée. Sur la photographie que vous pouvez voir donc à présent, on peut discerner véritablement le côté très artificiel des canaux qui sont généralement faits en ligne droite. Le but justement est de gagner du temps et donc les navires passent le long d'une sorte de corridor pour bien gagner du temps. C'est-à-dire que par exemple pour le canal de Suez, ça permet de ne pas contourner l'ensemble de l'Afrique, mais de passer donc par l'Égypte pour essayer de relier la mer Rouge et la Méditerranée. Concernant le canal de Panama, donc deuxième tiré, eh bien le canal de Panama forme un trait d'union entre les océans Atlantique et Pacifique à travers l'isthme de Panama. D'ailleurs, ce qu'on peut mettre entre parenthèses en exemple, c'est que vous aviez plus de 14 000 navires qui, chaque année, passent par justement le canal de Panama. Alors, le canal de Panama, comme le canal de Suez, donc est un canal. Donc vous pouvez marquer en définition, en rouge, que un canal, c'est une voie navigable artificielle permettant de raccourcir une route maritime entre deux lieux. Alors, pour bien comprendre l'importance que pouvaient avoir ces canaux à être construits, je vais me focaliser sur un passage, alors pas l'ensemble de la vidéo, mais un extrait d'un docu-fiction qui avait été fait par la BBC, justement pour essayer de montrer les travaux qui avaient été amorcés au début du XXe siècle, tant par les Français, puis ensuite par les États-Unis, pour montrer la grandeur et l'importance justement d'une construction comme les canaux, et plus particulièrement le canal de Panama. Donc je vous laisse regarder, et ensuite on reprend le cours. Donc, alors, concernant cette fois-ci l'importance justement de ces canaux, on peut aller à la page du document 4, page 367 de votre manuel, que vous avez donc en extrait sur cette vidéo. Alors je vous laisse, vous pouvez mettre en pause pour avoir un petit temps pour voir ce document. Alors ce document nous permet de voir une chose, c'est que les deux États qui contrôlent les canaux, c'est-à-dire à la fois l'Égypte et le Panama, eh bien, tirent d'importants revenus grâce aux péages acquittés par les navires. Leur modernisation, d'ailleurs récente, a été vitale pour conforter leur place sur les grandes routes maritimes mondiales. Je rappelle que les porte-conteneurs, qui sont de navires qui transportent donc des conteneurs, sont de plus en plus grands, sont de plus en plus importants, et donc ces canaux qui ont été créés fin 19e siècle, début 20e siècle, ne sont pas assez larges pour bien acheminer, enfin laisser passer ces porte-conteneurs. Donc il faut forcément les restructurer, ça coûte énormément d'argent, mais les revenus sont tellement importants que ça permet justement à ces deux États, eh bien, tout simplement de faire de grandes recettes. Entre parenthèses, d'ailleurs, en exemple, on peut prendre le cas de l'Égypte.
En effet, dans l'année 2017-2018, l'Égypte a battu un record au niveau des recettes liées à la taxe pour le canal le canal de Suez. En effet, la somme de cette recette était de 5,6 milliards de dollars pour le canal de Suez et donc comme revenu pour l'Égypte, ce qui fait en fait la première source de revenus pour l'État égyptien. Donc ça montre l'importance que peuvent avoir ces canaux, ne serait-ce que pour les États qui les possèdent. Alors, dans une toute dernière sous-partie, vous pouvez noter en C qu'on va parler des façades maritimes qui sont donc des espaces clés de la concentration des flux. Et là, cette fois-ci, on va aborder le document 1, page 371, alors qui, je vous laisse là aussi regarder un petit peu donc ce document. Alors cette fois-ci, le document 1, ce qu'il nous permet de dire, et ce que vous pouvez justement noter, c'est que les façades maritimes concentrent les activités maritimes. Les plus puissantes réunissent des ports nombreux, au trafic élevé et en concurrence pour trois raisons. Deux points. Donc, premier tiré, eh bien, ils desservent de vastes régions qui constituent ce qu'on appelle leur hinterland, c'est-à-dire leur arrière-pays. C'est-à-dire que depuis la façade maritime, eh bien, les produits acheminés vont repartir à ce qu'on appelle à l'arrière du pays, c'est-à-dire à l'intérieur des terres, pour être redistribués. Deuxième tiré, ce sont aussi des lieux majeurs de la production industrielle mondiale grâce aux vastes zones industrielles ou portuaires. Je ne reviens pas sur l'image justement qu'on peut avoir de ces zones industrielles ou portuaires qui sont vastes, très importantes. Je vous avais déjà montré une vidéo de Planète Océan, qui est la deuxième phase, si vous voulez, de ce documentaire fait par Yann Arthus Bertrand, qui montre l'importance de ces zones, de ces vastes zones, pour produire très rapidement et redistribuer donc au point de vue industriel les matières premières qui sont acheminées jusqu'à ces zones. Et puis troisième élément, qu'on avait déjà vu aussi, eh bien, c'est que les câbles sous-marins desservent ces façades les plus actives. Et donc en sortant de ces trois tirés, ce qu'on peut noter, parce qu'on va se resserrer sur l'une des façades qui devient de plus en plus importante ces dernières années, eh bien c'est la Chine. Donc vous pouvez noter que la Chine, qui est la première exportatrice au monde, dispose de l'une des façades maritimes les plus importantes avec trois pôles majeurs. Deux points. Premier tiré, le delta de la rivière des Perles. Deuxième tiré, Shanghai. Et troisième tiré, le golfe de Bohai. Ils intègrent, si on doit noter donc une sorte de paragraphe un peu général, c'est qu'ils s'intègrent donc à un axe maritime asiatique, Tokyo, Singapour, qui inclut la Corée du Sud et Taïwan. Donc on a une vaste façade maritime asiatique qui propulse, si vous voulez, qui va desservir sur l'ensemble du monde la plupart des marchandises, notamment manufacturées, qu'on peut avoir sur eh bien, l'ensemble des produits qui sont desservis à travers le monde. Donc, pour conclure, parce qu'on doit maintenant arriver à la fin de ce chapitre, on va pouvoir enfin le conclure et le synthétiser. La problématique, c'était dans quelle mesure peut-on dire que l'utilisation des mers et des océans montre-t-elle la maritimisation des économies ? Bien, tout simplement en une phrase. Je rappelle que de toute manière, vous avez très peu de temps pour faire une conclusion avec le nouveau bac. Donc on va surtout synthétiser en une phrase eh bien, l'ensemble de ce chapitre. Ce qu'on peut dire, c'est que eh bien, cette maritimisation des économies, elle se voit par l'importance justement de cet espace que sont les mers et les océans dans l'économie mondiale. En effet, on avait pu voir que 85% des produits sont acheminés par la mer. Pour certains pays, c'est quasiment vital pour leur économie. Je pense par exemple à l'Égypte, avec en 2017-2018, c'est 5,6 milliards de dollars de recettes. Donc les mers et les océans eh bien, sont un espace de plus en plus important. Ce qui va permettre de faire une bascule avec le chapitre 2, qu'on verra donc juste après, sur les tensions qu'on peut avoir avec cet espace qui est de plus en plus prégnant, de plus en plus important pour les différents pays, les différents acteurs qu'on peut retrouver donc à l'intérieur eh bien, des mers et des océans. Voilà.
Je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve donc pour la suite, c'est-à-dire le chapitre numéro 2 qui fait toujours partie du thème 1 de géographie. À la prochaine fois.